Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition sur Modico Télévision dont voici les principaux titres. Les torchons brûlent à la chambre basse du Parlement alors que le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso appelle la majorité et l'opposition à finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre dont la mise en place de l'équipe dirigeante. Un groupe de députés nationaux réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique Surveillance accuse le bureau provisoire de bloquer les activités violant ainsi son règlement intérieur. Faisant office de la cour administrative, la cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoraux, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise à Fifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. La question du changement de la constitution en République démocratique du Congo fait désormais surface sur la scène politique congolaise avec des réactions venant du pouvoir et certains acteurs politiques de l'opposition. La dernière en date, c'est celle d'Adolphe Muzito qui s'est dit favorable à la révision de la constitution. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. Un groupe de députés nationaux de l'Assemblée nationale réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique Surveillance a accusé ce mercredi 8 mai 2024 le bureau provisoire de cette chambre du Parlement de bloquer les activités violant ainsi son règlement intérieur. Ainsi, ces élus, à travers une déclaration lue par l'honorable André Mouchongo, se réservent le droit d'entreprendre des actions contre le bureau provisoire si, en délai 72 heures, les activités ne reprenaient pas. Écoutez leur déclaration. Nous, honorables députés nationaux, réunis au sein de la Dynamique Surveillance, dénonçons et condamnons le blocage des activités à l'Assemblée nationale entretenues par le bureau provisoire en cette période où cette chambre parlementaire exécuterait de plein pouvoir ses missions constitutionnelles. Il est inadmissible que l'Assemblée nationale ne dispose de son bureau définitif plus de 3 mois après le début de la session extraordinaire inaugurale organisée conformément à l'article 114 de la Constitution. Ces dysfonctionnements étant entretenus à dessein par les bureaux provisoires jusqu'à cette date du 8 mai 2024, la Dynamique Surveillance exige sans délai l'élection et l'installation du bureau définitif eu égard à la violation intentionnelle de notre règlement intérieur. La Dynamique Surveillance se réserve, en nom et pour l'intérêt du peuple, le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en délai 72 heures. Et puis réagissant à cette mise en demeure, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale a, à travers un communiqué, lancé un appel aux représentants du peuple de la majorité comme ceux de l'opposition de finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Images et commentaires. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, dirigé par Christophe Mbosso, appelle la majorité et l'opposition à finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre dont la mise en place de l'équipe dirigeante traîne. D'après un communiqué de son cabinet, Mbosso invite le parti concerné à finaliser dans le meilleur délai les pourparlers en rapport avec les candidatures à différents postes, car l'exécution du calendrier publié le 26 avril 2024 a comme première étape le dépôt des candidatures après son actualisation imminente. Lors de la plénière tenue mercredi 17 avril 2024, la représentation nationale avait statué sur la clé de répartition de postes du bureau définitif du Parlement. Sur les 7 postes qui composent le bureau définitif, 6 postes reviennent à la majorité parlementaire,
notamment les présidents, le premier vice-président, le deuxième vice-président, le rapporteur, le questeur et le questeur adjoint. Un seul poste est attribué à l'opposition et celui de rapporteur adjoint. À l'heure actuelle, seules les candidatures au poste de président et de vice-président de l'Assemblée nationale sont connues. Il s'agit de Vital Kamerhe, vainqueur de primaire de l'Union sacrée devant Christophe Mbosso, et Bahati Lukwebo, ses collègues membres du présidium de l'Union sacrée. Au poste de premier vice-président, l'UDPS Tshisekedi, comme première force politique de la majorité parlementaire, a désigné le professeur Jean-Claude Tshilumbaï. Installé fin janvier par Nguvulu Kojijan, secrétaire général à l'Assemblée nationale, le bureau d'âge dirigé par Christophe Mbosso Kodiampouanga avait pour mission de valider le pouvoir des députés nationaux, d'élaborer et d'adopter les règlements d'ordre intérieur de la Chambre et installer les bureaux définitifs. La non-accomplissement de certaines missions n'avait pas permis à l'Assemblée nationale d'ouvrir la session ordinaire de mars 2024. Or, la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale est l'une des étapes importantes pour permettre l'investiture de la prochaine équipe gouvernementale qui sera dirigée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, nommée depuis le 1er avril 2024. Dans un autre registre, la Cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict ce jeudi 9 mai dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise, AAUNC, à Fifi Masuka Saini, gouverneur élu provisoirement dans la province du Lualaba. Suivez les commentaires. La Cour d'appel de Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoral, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise, AAUNC, à Fifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. Pour les requérants, la Cour d'appel doit simplement annuler les votes pour irrégularité et fraude présumée. L'argumentaire du regroupement AAUNC s'effondre sur les dispositions de l'article 19 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Lualaba, des articles 10 bis, 158 et 170 de la loi électorale. Pour la partie défenderesse, cette élection doit être annulée pour inéligibilité de la candidate Masuka, bourrage des urnes, achat de vote et fraude électorale. Selon ses avocats, la candidate indépendante Masuka Saini Fifi faisait les cumuls des fonctions soit gouverneur de province et député provincial. Sur sa liste s'ajoutent 6 autres membres de son gouvernement. Le parti AAUNC a relevé que la gouverneure Masuka, proclamée provisoirement élue par la CENI, continuait à poser des actes qui prouvent qu'elle engageait le gouvernement même au jour de vote, notamment la révocation, affectation et mise en garde du bourgmestre. En réplique à tous ces moyens soulevés par la partie défenderesse, les avocats de la gouverneure Masuka ont rejeté toutes ces accusations. Selon eux, la partie adverse n'a pas la qualité d'engager les regroupements politiques AAUNC du fait que presque toutes les pièces jointes au dossier seraient en photocopie libre. Ils ont soulevé également 2 autres moyens, les manques de preuves d'existence juridique et l'obscurité du libellé. Pour eux, Madame Masuka n'a jamais fait 2 mandats comme vice-gouverneur. Cette partie rappelle également que le gouvernement provincial n'existait plus depuis la démission de son gouverneur Richard Mouyej le 10 janvier 2023. Ce sont les affaires courantes qui étaient expédiées depuis lors. Parlons sécurité dans ce journal. Un drame. Une mère et son fils ont été sauvagement abattus dans leur domicile dans la commune de Makala. Le vendredi 3 mai dernier, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, était devant la presse pour éclairer l'opinion sur cette tragédie. Regardez. Accompagné des commandants de Légion nationale d'intervention, l'ENI, et les commandants de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi Kankonde, a tenu à fixer l'opinion sur le décès d'une mère et son fils dans la commune de Makala le week-end dernier. Je tiens à exprimer mon regret et ma consternation de suite des décès par balle de 2 de nos compatriotes victimes d'un acte criminel odieux perpétré, selon les rapports sécuritaires,
par des individus non autrement identifiés habillés en tenue de la police. Il revient des informations recueillies sur place et des sources non officielles que cet acte serait l'œuvre des agents de la police nationale mobilisés pour l'opération Panthère Noire, laquelle opération conduite par la Légion nationale d'intervention LENI et qui a pour but spécifique la neutralisation des bandes criminelles qui insécurisent la ville de Kinshasa et ses environs. Les enquêtes sérieuses sont engagées et l'inspecteur général de la police est mis en contribution pour retrouver les auteurs de cet acte ignoble. Je tiens à rassurer l'opinion nationale qu'avec la contribution de ma collègue ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cet incident malheureux et que les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits devant les instances judiciaires pour des sanctions exemplaires. Je peux ouvrir une parenthèse pour vous dire qu'un élément a été neutralisé et conduit devant la justice militaire. Selon les commandants de la LENI, la police nationale congolaise ne laissera pas son image être ternie par les inciviques qui ne répondent à aucun ordre et n'exécutent aucune mission policière sur terrain. En politique, adopté par référendum du 18 au 19 décembre 2005 et promulgué par le président Joseph Kabila le 18 février 2006, la Constitution de la République va-t-elle bientôt évoluer alors que Félix Tshisekedi, qui est à son dernier mandat à la tête de la RDC, vient de mettre la piste de la réforme constitutionnelle? Une initiative appuyée par le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito qui préconise notamment la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, contrairement à Martin Fayoulou qui dit non à cette révision. Explication avec Viningali Junior. Adolphe Muzito et son parti politique Nouvel Élan ne reculent pas en ce qui concerne la révision de la constitution du pays, contrairement à l'essai de Martin Fayoulou qui appelle le Congolais à se ranger derrière le bloc patriote pour empêcher cette révision. Dans un document du 7 mai, dont une copie est parvenue à votre rédaction intitulée « Réforme et révision de la constitution actuelle des transitions de février 2006 ou rédaction et promulgation d'une constitution définitive pour la République démocratique du Congo », Muzito se montre pour cette révision. Selon lui, ces réformes doivent s'inscrire soit dans la trame de la révision de l'actuelle constitution qu'il qualifie de transition rédigée et adoptée par un parlement non élu, soit dans la trame de la rédaction et de la promulgation d'une constitution définitive de la RDC. Pour ces politiques, les réformes des constitutions et l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC viseront et aura pour objectif ce qui suit dans son document 6 juin. Les changements du mécanisme et du taux de répartition des recettes à caractère national et d'origine extérieure entre l'État et les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées. Le transfert effectif des compétences exclusives des provinces par l'État en faveur de ces dernières. Le régime politique présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation des terres, le financement des partis politiques, l'élaboration de la constitution définitive pour la RDC aura pour objectif l'entrée effective dans la République suspendue en 1960, la réhabilitation du peuple congolais comme constituant originel, la restauration du lien juridique entre le peuple congolais et les pères fondateurs, ainsi que la loi fondamentale de 1959, le rétablissement du lien juridique entre le Parlement belge et le peuple congolais. Il faut signaler que le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé lors de son séjour à Bruxelles la mise en place d'une commission pour examen élaboration d'une nouvelle constitution. En justice, opération de désengorgement de prison de Makala Ndolo, plus de 1700 détenus ont été libérés à la suite du travail abattu par la commission chargée de désengorger ces centres pénitentiaires. Le rapport final de cette mission a été remis le mardi 7 mai dernier auprès de la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, nous rapporte Jocelyne Massial.
Les cris des défenseurs des droits de l'homme ont encore été entendus par les autorités congolaises après les dénonciations de surpeuplement dans les prisons de la RDC. Plus de 1700 détenus civils et militaires confondus ont été libérés dans les 2 prisons de la ville de Kinshasa, dont le centre pénitentiaire de Makala et la prison militaire de Ndolo. Une opération rendue possible grâce à la commission de désengorgement effectuée dans le respect des normes, à l'en croire. Cette opération va s'étendre dans toutes les prisons du territoire national. Ceux des prisonniers n'ayant pas répondu aux critères pour être libérés sont restés purger leur peine. Il y a des condamnés qui doivent purger leur peine selon les prescrits de la loi. Pour la commission de désengorgement, ce travail devait être régulier pour produire des effets positifs, mais tout en décriant des retards dans le jugement dû au manque d'effectifs des magistrats Kinshasa, une situation à la base de surpeuplement des prisons. Cette commission a sollicité l'implication du ministère de la Justice et garde des Sceaux pour des solutions rapides. Après le succès de cette opération, la commission a procédé à la remise du rapport final au ministre de tutelle Rose Mutombo. Une entrevue au cours de laquelle les questions liées à la croissance de la criminalité dans la ville de Kinshasa ont été évoquées. La ministre d'État Rose Mutombo a par l'occasion, proposer l'organisation d'audiences foraines au niveau des cours et tribunaux. Pour rappel, la commission de désengorgement des prisons a été mise en place le 26 mars dernier à la suite d'une réunion convoquée par la ministre de la Justice en présence du procureur général près la Cour constitutionnelle ainsi qu'était aux magistrats civils et militaires des cours et tribunaux, des offices de la Haute Cour militaire et de l'auditorat général des FARDC. Parlons présentement de la sexualité dans le chapitre de la santé. Dans plusieurs familles quinoises, un voile de silence recouvre les discussions sur la sexualité. Les tabous et les préjugés entourent ces sujets délicats, créant un fossé entre parents et enfants. Les jeunes sont souvent mal informés, voire désinformés, sur le sujet tel que la contraception, les infections sexuellement transmissibles, les relations saines. Cela les expose à des risques accrus de grossesse non désirées, de maladies sexuellement transmissibles et d'abus sexuels. Les tabous de la sexualité, un silence qui étouffe les familles quinoises. Un reportage de l'agence congolaise de presse. Regardez. Dans les foyers quinois, les conversations sur la sexualité sont souvent considérées comme inappropriées, voire honteuses. Les parents évitent fréquemment d'aborder ces sujets avec leurs enfants par peur de les encourager à des comportements jugés immoraux ou déviants selon les normes culturelles, les laissant ainsi voués à eux-mêmes sur la question. Certains jeunes comprennent la réticence de leurs parents enracinés dans la tradition et la pudeur culturelle, et c'est malgré leur âge avancé. La sexualité, moi je peux dire, chez nous Africains, c'est une sorte de tabou. Donc c'est très difficile que moi et mon père qu'on se mette ensemble pour discuter sur ces sujets-là. Donc pour moi, ça semble déjà, là, personnellement, ça sera très dérangeant de poser certaines questions liées à la sexualité à mon père ou encore à ma mère. Ce silence sur la sexualité s'est fait ressentir chez les jeunes qui trouvent leurs parents superficiels sur la question. Dans ma famille, disons, la sexualité, on peut dire que c'est un sujet tabou. Avec mes parents, on ne s'est jamais assis sur une table et parler de ça ouvertement. Avec ma mère, on a eu à parler du développement de mon corps. Étant qu'une femme, à un certain âge, on devient, par exemple, on a des règles, des trucs pareils, mais comme du truc du genre parler de la sexualité en général, en profondeur, on n'a jamais parlé, mais elle nous demande juste, tant que femme, de se prévenir dans tout genre de situations. Donc, elle nous dit, vous êtes suffisamment grande pour savoir qu'il ne faut pas faire ça, mais tout en ne disant rien du tout. Bien que la majeure partie des parents trouvent l'exercice difficile, certains par contre prennent le temps de discuter de façon approfondie des sexualités avec leurs enfants. Les jeunes qui n'ont pas une discussion franche avec leurs parents se font parfois aider dans les églises ou généralement auprès de leurs amis expérimentés. Pour certains parents, cette question demeure sensible pour ces faire. Ils font usage d'un langage imagé
en laissant les enfants déchiffrer eux-mêmes le message. Nous n'entrons vraiment pas dans la profondeur de choses, nous prodiguons seulement des conseils, car quand les enfants grandissent, nous avons honte de leur dire certaines choses, mais nous échangeons avec eux de manière à ce qu'ils comprennent le message. L'enfant décode les messages, bien que nous ne les disons pas de manière claire. Mais entrer en profondeur avec les détails, nous ne le faisons pas. Pour ce psychologue, la sexualité fait partie des besoins primaires qui doivent être inculqués à l'enfant dans sa socialisation. Cela va lui éviter des multiples risques liés à l'ignorance de cette question majeure. Une personne devient adulte à travers la socialisation qui s'est fait dès sa naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Or, l'éducation à la sexualité fait partie de tout type d'éducation que l'enfant devait apprendre pendant son enfance. Or, quand les parents n'apprennent pas à l'enfant la sexualité pendant l'enfance, il est difficile que l'enfant puisse intérioriser les règles de la sexualité, les principes pour satisfaire les besoins sexuels. En reconnaissant que la sexualité est une partie naturelle et normale de la vie humaine, les familles africaines peuvent aider à briser les tabous et promouvoir des relations plus saines et égalitaires entre les générations. Les dialogues ouverts et honnêtes sur la sexualité est essentiel pour l'autonomisation des jeunes et la construction des sociétés plus inclusives et éclairées. Et en dehors de nos frontières, le gouvernement kényan a poursuivi ses expulsions et démolitions par la force mardi dans la plupart du quartier informel de Nairobi. La police kenyane a lancé des grenades lacrymogènes pour faire évacuer les bidonvilles situés près de rivières. La plupart des résidents ont été pris au dépourvu malgré l'expiration il y a 5 jours d'une directive des 48 heures du président William Ruto, les invitant à quitter la zone. Diane Bunga nous fait le point. Angoissés, de nombreux habitants ont fait part de leur douleur, se sentant délaissés par le chef d'État. Ruto, nous avons voté pour toi parce que tu as dit que tu protégerais les pauvres. Maintenant, est-ce que tu les aides ou est-ce que tu es en train de les achever? Si vous avez l'intention d'en finir avec les pauvres Kenyans, alors bombardez-nous tous et finissons-en. Vous êtes en train de nous achever et vous prétendez être un homme de Dieu. Les habitants ont assisté impuissants à la démolition de structures d'étoles et des bois par le bulldozer. La directive gouvernementale a été prise en vue de protéger les populations de ce quartier des inondations engendrées par de fortes pluies. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous aimons notre président et c'est pourquoi nous l'avons soutenu. Il devrait nous venir en aide parce qu'ici, nous n'avons eu aucun problème pour nous déplacer. Nous demandons une aide urgente pour réinstaller les personnes qui n'ont nulle part où loger et qui n'ont pas de moyens de subsistance. Les Kenyans et d'autres régions d'Afrique de l'Est ont été submergés par les inondations. Au Kenya, 164 personnes sont actuellement toujours portées disparues et plus de 210 000 personnes ont été déplacées. Le ministère de l'Intérieur kenyan œuvre à installer des camps des différentes parties du pays pour les accueillir. Restons toujours en Afrique pour parler environnement. Le mois d'avril a été le plus chaud jamais enregistré en moyenne mondiale. C'est ce que révèlent les dernières données publiées par Copernicus, l'agence européenne chargée du changement climatique. Cette tendance se confirme dans plusieurs pays. Le Maroc, qui fait face à sa 6e année consécutive de sécheresse, voulais-je dire, connaît actuellement une canicule avec des températures allant jusqu'à 37 à 44 degrés Celsius. Suivez. Depuis juin 2023, tous les mois battaient leur propre record mensuel de chaleur. Avril 2024 a connu une température moyenne de 15,3 degrés Celsius, soit 1,58 degrés Celsius de plus qu'un mois d'avril normal. Si vous regardez la température, c'est encore une fois un autre mois record. Cela signifie que les séquences des mois records qui ont commencé l'année dernière en juin se poursuivent. Et maintenant, nous sommes au 11e mois. Cela concerne la moyenne mondiale. Cela est également vrai pour la température de la surface de la mer. De nombreuses régions du monde ont connu de fortes augmentations de température. Aux 4 coins de l'Afrique,
Des records de température pour cette période de l'année ont été battus. Début avril, une vague de chaleur s'est abattue sur le Mali où les températures ont frôlé les 49 degrés à l'ombre. Il s'agit non seulement de la température la plus élevée jamais mesurée au début du mois d'avril au Mali, mais aussi en Afrique et dans le monde entier. Voilà, vous l'avez certainement compris, c'est la voix de Diane Bonga qui boucle cette édition du journal. Mais avant de nous quitter complètement, place au rappel des titres. Les torchons brûlent à la chambre basse du Parlement alors que le bureau d'âge, dirigé par Christophe Mbosso, appelle la majorité et l'opposition à finaliser le choix de candidats aux différents postes du bureau définitif de cette chambre dans la mise en place de l'équipe dirigeante. Un groupe de députés nationaux réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique Surveillance accuse le bureau provisoire de bloquer les activités violant ainsi son règlement intérieur. Faisant office de la cour administrative, la cour d'appel du Lualaba, siégeant en matière de contentieux électoraux, rendra son verdict le 9 mai de l'année en cours dans l'affaire opposant le regroupement politique Alliance des Alliés de l'Union pour la Nation congolaise, Afifi Masuka Saini, proclamé élu provisoirement gouverneur de la province du Lualaba. La question du changement de la constitution en République démocratique du Congo fait désormais surface sur la scène politique congolaise avec des réactions venant du pouvoir et certains acteurs politiques de l'opposition. La dernière en date, c'est celle d'Adolphe Muzito qui s'est dit favorable à la révision de la constitution. Cette édition du journal se referme, réalisée par Gédéon Kassonga. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir. Tout le monde.